Ce n'est pas Tartarie que je cherchais quand je suis tombé sur le jour noir du 19 mai 1780, ce jour où le ciel est devenu noir au-dessus de la Nouvelle-Angleterre et d'une partie du Canada oriental. Pas sombre, pas nuageux, noir. Le milieu de la journée s'est transformé en pleine nuit. Des gens allumaient des bougies à midi. Le bétail regagnait les étables en croyant que la nuit était tombée. L'obscurité était si totale, si absolue, que le Parlement du Connecticut a suspendu sa séance parce que les membres ne pouvaient littéralement plus se voir d'un bout à l'autre de la salle. L'explication officielle, des incendies de forêt, de la fumée transportée par des conditions atmosphériques inhabituelles depuis des forêts en flammes au loin. Simple, propre, sans bavure. Et pour la plupart des gens, l'histoire s'arrête là. Mais plus je me suis enfoncé dans les témoignages de l'époque, plus cette explication a commencé à se lézarder. Car il ne s'agissait pas uniquement de la Nouvelle-Angleterre. Des rapports faisant état de phénomènes atmosphériques anormaux, ciels assombris, lune rouge sang, cendres tombant d'un ciel dégagé, ont surgi de plusieurs continents à la fin du XVIIIe siècle. 1780, 1783, 1784. En l'espace de quelques années seulement, et tous, curieusement, coïncidant avec autre chose. La disparition de Tartarie des cartes. Soyons clairs sur ce qu'on nous dit. Des incendies de forêt, banals dans l'Amérique du Nord pré-industrielle, auraient mal produit assez de fumée pour obscurcir le ciel sur des centaines de kilomètres. La fumée aurait persisté une journée entière, puis se serait dissipée. Un phénomène naturel. Inhabituel peut-être, mais explicable, sauf que l'obscurité n'est pas venue progressivement. Les témoins la décrivent comme un rideau qu'on tire d'un coup. Timothy Dwight, futur président de Yale, a écrit que l'obscurité était aussi singulière dans son apparence que dans sa profondeur. Pas de la fumée qui se dépose, pas des nuages qui s'accumulent, un mur de noirceur soudain en marche. Et voici le détail le plus étrange. Les bords de cette obscurité avaient une teinte rougeâtre. De nombreux témoignages décrivent une nuance cuivrée ou dorée, là où le noir rencontrait la lumière restante. La lune, quand elle s'est levée ce soir-là, est apparue rouge sang à travers la brume. La fumée d'un incendie de forêt ne se comporte pas ainsi. Je le sais pour avoir moi-même observé des feux de forêt. J'ai vu le ciel virer à l'orange, au marron, les cendres tomber comme de la neige. Mais ça, c'était autre chose. Les témoignages décrivent non seulement une obscurité, mais une qualité de cette obscurité qui semble défier toute explication atmosphérique simple. Samuel Williams, professeur à Harvard qui a documenté l'événement, a noté que l'obscurité s'étendait bien au-delà de toute estimation raisonnable de la zone où brûlaient des forêts. Il a calculé la superficie touchée à plus de 400 000 km². Ce n'est pas un incendie, c'est une catastrophe régionale. Alors pourquoi des incendies de forêt? Pourquoi cette explication-là précisément? Et pourquoi, quand j'ai commencé à tirer ce fil, ai-je découvert que 1780 se trouvait au centre d'une constellation d'autres impossibilités? C'est là que le schéma commence à se dessiner. 1776. Indépendance américaine déclarée. Une nouvelle nation, un nouveau récit, un nouveau départ. De nouvelles cartes nécessaires. Une nouvelle histoire requise. 1780. Le jour noir. Le ciel se noircit. Et voici ce que vous ne trouverez dans aucun manuel scolaire. 1780 marque un tournant dans la cartographie. Les cartes changent. Pas comme elles changent, normalement. Correction graduelle, relevé actualisé, frontières affinées. Non, quelque chose d'autre se produit. Le mot « Tartarie » commence à disparaître. Pas d'un coup, pas tout à la fois, mais de façon systématique, délibérée, dans plusieurs maisons d'édition de plusieurs pays. Le nom qui figurait sur les cartes depuis des siècles se met à s'estomper. Vers 1820, il a presque disparu. Vers 1850, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Tartarie, ou Tartaria, selon les sources, apparaissait sur les cartes européennes depuis l'époque médiévale,
désignant de vastes territoires d'Asie centrale et septentrionale. Le nom avait traversé l'ère des grandes découvertes, la révolution scientifique, les Lumières. Il figurait sur les cartes hollandaises, françaises, britanniques, russes, et puis, dans les décennies suivant 1776, suivant 1780, il commence à s'effacer. Remplacé par quoi? Par des désignations plus précises, nous dit-on, par des noms nationaux et régionaux appropriés, par les territoires de l'Empire russe, de la dynastie Qing, les différents khanats et régions tribales d'Asie centrale. L'explication officielle s'effondre ici, car ce n'est pas ainsi que fonctionnait le savoir cartographique au XVIIIe siècle. On n'effaçait pas d'un trait un nom utilisé depuis des siècles sans documentation, sans période de transition, sans explication. Les cartographes étaient rigoureux. Ils citaient leurs sources, ils justifiaient leurs corrections. Mais pour la Tartarie, rien. Le nom s'évanouit, tout simplement. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà entendu parler de Tartarie. Si c'est votre première rencontre avec ce sujet, dites-le en commentaire. Ça va plus loin que la plupart des gens ne l'imaginent. Ce qui suit le jour noir, ce qui suit l'effacement de la Tartarie des cartes, c'est ce que j'appelle la période d'héritage, grossièrement de 1780 à 1850. Et c'est là que les choses deviennent impossibles à ignorer. C'est à cette époque qu'apparaissent aux quatre coins du monde des bâtiments massifs, technologiquement sophistiqués, partageant des caractéristiques architecturales étrangement similaires. Le renouveau néoclassique, nous dit-on. Un retour aux idéaux grecs et romains, se répandant de l'Europe aux Amériques, vers la Russie, vers certaines parties de l'Asie, le tout en quelques décennies. Mais et si ces bâtiments n'étaient pas simplement apparus? Et s'ils n'avaient pas été construits? Et s'ils avaient toujours été là? Comment San Francisco, à peine remise de la ruée vers l'or, a-t-elle pu édifier des palais beaux-arts de renommée mondiale? Comment Melbourne, un avant-poste colonial, a-t-elle bâti des halls d'exposition rivalisant avec les cathédrales européennes? Comment Chicago a-t-elle érigé une cité d'exposition entière en 2 ans avec les technologies du XIXe siècle? La réponse officielle, le progrès, la révolution industrielle, l'ambition coloniale, le génie humain. Mais cette réponse nous oblige à fermer les yeux sur quelques faits gênants. Il n'existe pas d'archives suffisantes sur le processus de construction de la plupart de ces édifices. Des photographies de structures achevées existent, presque aucune du chantier, aucune documentation sur les forces de travail nécessaires, aucune trace des chaînes d'approvisionnement pour les millions de tonnes de pierres, aucun témoignage contemporain s'étonnant de la rapidité avec laquelle ces structures ont jailli de terre. Ce que nous avons à la place, des plaques commémoratives, des cérémonies d'inauguration, des histoires officielles rédigées des décennies plus tard, et une uniformité suspecte dans le récit. Ces bâtiments représentent le triomphe de telle ou telle nation, construits par tel ou tel groupe de travailleurs anonymes, achevés dans les délais malgré tout. Le schéma suggère autre chose, pas une construction, un héritage. Et si ces bâtiments n'avaient pas été bâtis au XIXe siècle? Et s'ils étaient déjà là? Et si les plaques, les histoires officielles, les cérémonies d'inauguration n'étaient que des réattributions, une nouvelle civilisation s'appropriant l'infrastructure d'une ancienne? Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ces schémas dans votre propre ville. Les preuves sont partout pour qui sait regarder. Voici donc la chronologie alternative que je propose. Avant 1780, une civilisation mondiale ou quasi-mondiale existe. Tartarie, ou quel que soit le nom qu'elle se donnait. Assez avancée pour bâtir l'architecture classique que nous voyons partout dans le monde, assez étendue pour figurer sur toutes les cartes, assez organisée pour maintenir des infrastructures sur plusieurs continents. Entre 1780 et 1785, effondrement catastrophique. Qu'il s'agisse d'une guerre interne, d'une catastrophe naturelle ou d'autre chose, une destruction à une échelle qui obscurcit les cieux à l'échelle mondiale. La population est anéantie, déplacée ou dispersée. Les infrastructures demeurent. De 1785 à 1820,
la période d'héritage, les populations survivantes ou arrivantes, l'expansion russe, le colonialisme européen, le mouvement américain vers l'ouest, la consolidation territoriale chinoise, s'approprient les villes vides, réattribuent les bâtiments, fabriquent des mythes fondateurs. Nous avons construit tout cela en un temps record avec des outils primitifs, devient le récit standard. De 1820 à 1900, la révision historique. Les encyclopédies sont réécrites, les cartes redessinées. Le consensus académique est fabriqué. Tartarie devient un terme géographique, non plus une civilisation. L'héritage architectural devient la preuve d'un progrès industriel fulgurant, non la continuité avec une culture antérieure. De 1900 à aujourd'hui, le récit se solidifie. Quiconque le remet en question est marginalisé. Le problème de coordination. Comment une architecture mondiale est-elle apparue simultanément dans des cultures prétendument sans contact? Est ignoré. L'absence de documentation sur la construction n'est jamais examinée. Les transitions historiques abruptes ne sont jamais questionnées. Et le jour noir? Juste un curieux phénomène atmosphérique. Des incendies de forêt, rien de plus. Sauf que ça explique trop de choses. La chronologie, l'architecture, le silence, la coordination. Ça explique pourquoi il n'existe pas d'archives suffisantes sur la façon dont ces bâtiments ont réellement été construits. Parce qu'ils ne l'ont pas été, ils ont été trouvés. Ça explique l'uniformité de style entre des cultures prétendument séparées. Parce qu'elles ont hérité de la même source. Ça explique la précipitation à attribuer, à revendiquer, à établir des récits officiels. Parce que les villes vides n'appartiennent à personne, et à tout le monde. Et ça explique le jour noir, non pas comme de la fumée aléatoire, mais comme la dernière trace visible des dernières heures d'une civilisation, la signature atmosphérique d'un anéantissement. Le ciel est devenu noir parce qu'un monde se terminait. Et quand la fumée s'est dissipée, on nous a dit que ce monde avait toujours été le nôtre. Ce qui nous ramène au jour noir. 19 mai 1780. Le ciel se noircit. Pas seulement en Nouvelle-Angleterre, des témoignages d'Europe, de Russie et d'Extrême-Orient décrivent des phénomènes similaires dans les années entourant cette date. En 1783, l'éruption du Laki en Islande crée ce que les climatologues appellent un brouillard sec sur toute l'Europe. 1783 à 1784, le grand gel. 1784, mauvaise récolte généralisée. 1785 à 1786, phénomènes atmosphériques étranges, lune de sang, froid hors saison. L'explication officielle se fragmente en une série de catastrophes naturelles distinctes. Incendies de forêt, éruptions volcaniques, conditions météorologiques inhabituelles, toutes coïncidant fortuitement dans une fenêtre de 5 ans. Mais et si c'était un seul et même événement? Et si le jour noir n'était pas dû à la fumée d'incendies de forêt, mais aux retombées atmosphériques de quelque chose de bien plus grand? Et si le brouillard sec de 1783 n'était pas de la cendre volcanique, mais des particules issues d'une destruction de masse? Et si les années sans été n'étaient pas des anomalies climatiques aléatoires, mais l'équivalent d'un hiver nucléaire au lendemain d'une catastrophe? Pas une seule éruption, pas des incendies épars, mais un cataclysme civilisationnel, le genre d'événement qui expliquerait pourquoi Tartarie disparaît des cartes après 1780. Le genre d'événement qui laisserait derrière lui des villes vides, en attente d'être réhabitées. Le genre d'événement qui nécessiterait un nouveau récit historique pour justifier l'héritage architectural. Voici la partie la plus troublante. Si Tartarie était une civilisation majeure, si ces bâtiments avaient été érigés par une culture qui s'étendait sur plusieurs continents, où sont-ils partis? Pas graduellement. Pas par un lent déclin et une conquête progressive, mais abruptement, totalement. Les cartes de 1770 montrent la Tartarie. Les cartes de 1820 montrent la Russie, la Chine et les possessions coloniales européennes. La transition s'opère en l'espace d'une génération, pas de guerre documentée,
aucune migration massive enregistrée, aucun témoignage contemporain de réfugiés, d'intégration culturelle, de conquête et d'absorption. Juste un remplacement. Et voilà ce que cela implique. La destruction ou le déplacement total d'une population suffisamment nombreuse pour avoir bâti une infrastructure mondiale. L'effacement de leur langue, de leurs archives, de leur mémoire culturelle, la réattribution de leur architecture à de nouveaux pouvoirs, la réécriture des cartes, des encyclopédies, des histoires. La coordination de ce récit entre des empires concurrents, russes, britanniques, français, américains, chinois, tous s'accordant sur la même version des faits. Tartarie n'a jamais été une vraie civilisation, juste un terme géographique, rien à signaler. Le silence était assourdissant. Aucune enquête académique sur la disparition de ces populations. Aucun intérêt archéologique pour fouiller des sites tartares. Aucune analyse linguistique d'une langue potentiellement survivante. Aucune étude génétique sur la continuité des populations. À la place, le consensus, immédiat, total, mondial. Tartarie n'a jamais eu d'importance. Ce qui soulève une question simple mais cruciale. Pourquoi ? Pourquoi des empires rivaux se seraient-ils entendus pour effacer une civilisation de l'histoire ? Quel intérêt cela servait-il ? Que cache-t-il ? À moins que la vérité ne soit pire que tout ce qu'on pourrait imaginer. Revenons au jour noir avec un regard neuf. L'explication officielle, les incendies de forêt, remplit une fonction précise. Elle fournit une réponse naturelle, localisée, anodine à un phénomène atmosphérique. Elle ne nécessite aucune investigation supplémentaire. Elle n'implique aucun schéma plus large. Elle est rassurante, sans danger. Mais les preuves suggèrent quelque chose de bien plus grand. Les témoignages contemporains décrivent l'obscurité comme surnaturelle, décrivent l'air comme ayant une qualité particulière, décrivent des sons, grondements sourds, tonnerres lointains sans tempête, décrivent le comportement des animaux non pas simplement comme une réaction à l'obscurité, mais comme une réponse à quelque chose de fondamentalement anormal. Et si le jour noir ne dissimulait pas des incendies de forêt, mais les effets atmosphériques d'une destruction à grande échelle, imaginez à quoi ressemblerait l'effondrement d'une civilisation vue du ciel, des villes en flammes, des infrastructures qui s'effondrent, peut-être une armerie que nous refusons d'admettre avoir existé. La signature atmosphérique aurait été colossale, prolongée, visible sur plusieurs continents si la civilisation était suffisamment étendue. Et quel meilleur moyen de dissimuler cette signature qu'en l'attribuant à des causes naturelles, incendie, volcan, météo, tout imprévisible, tout banal, tout ne nécessitant aucune enquête sur une cause humaine. Le jour noir n'était pas la preuve de l'existence de Tartarie, c'était la preuve de son anéantissement. Et l'explication atmosphérique, la fumée, le brouillard, les catastrophes naturelles, n'était pas fausse, elle était incomplète. Une demi-vérité conçue pour obscurcir le tableau d'ensemble. Oui, il y a eu perturbation atmosphérique, mais pas due à des causes naturelles aléatoires, nées d'une destruction coordonnée à une échelle qu'on ne nous est pas censé imaginer possible en 1780. Je ne peux pas le prouver. Pas de façon définitive. Les preuves sont circonstancielles, fragmentaires, étouffées. L'histoire officielle a réponse à tout, même si ces réponses nous obligent à croire à des coïncidences impossibles et à des délais de construction miraculeux. Mais je peux poser des questions. Pourquoi Tartarie a-t-elle disparu des cartes si abruptement ? Pourquoi n'existe-t-il aucune période de transition documentée ? Où est passée la population ? Pourquoi aucune démarche archéologique ne cherche à répondre à ces questions ? Pourquoi des bâtiments de San Francisco à Saint-Pétersbourg partagent-ils un ADN architectural identique alors qu'ils auraient prétendument été construits par des cultures différentes, sans communication entre elles? Pourquoi si peu de photographies de chantier? Pourquoi celles qui existent contredisent-elles souvent la chronologie officielle? Pourquoi les phénomènes atmosphériques se sont-ils concentrés si massivement dans les années 1780? Pourquoi la réaction au jour noir, un événement qui a terrorisé toute une région, a-t-elle été si étouffée,
si vite balayé? Pourquoi l'histoire officielle insiste-t-elle sur des explications naturelles qui requièrent coïncidence après coïncidence? Et pourquoi? C'est la question qui me hante. Pourquoi y a-t-il une telle résistance à l'examen de ces questions? Une telle hostilité à l'idée que notre chronologie officielle pourrait être lacunaire? Plus je creuse, plus le récit officiel ressemble lui-même à une construction. Pas un mensonge, exactement, mais un agencement soigneux de demi-vérités. Une histoire conçue pour satisfaire sans révéler. J'ai commencé cette enquête en cherchant l'explication d'un ciel obscurci. J'ai trouvé les traces d'un siècle obscur, une période où quelque chose a pris fin et où autre chose a commencé, où les villes ont changé de main, où l'histoire a été réécrite, où les questions ont cessé d'être posées. Tartarie était-elle un empire unifié, une confédération, une civilisation technologique, une sphère culturelle? Je ne sais pas. Les preuves ont été trop soigneusement effacées. S'est-elle effondrée dans les années 1780? Le jour noir a-t-il marqué ces dernières heures? Une catastrophe atmosphérique l'a-t-elle anéantie, tandis que les empires européens se partageaient les dépouilles? Peut-être. La chronologie colle. Le silence colle. L'héritage colle. Ou peut-être que je vois des schémas là où il n'y en a pas. Peut-être que des incendies de forêt ont vraiment obscurci le ciel. Peut-être que la construction rapide était vraiment possible. Peut-être que Tartarie n'était vraiment qu'un terme géographique vague. Peut-être. Mais je ne peux pas me défaire de cette impression que nous vivons dans des villes héritées, que nous marchons dans des bâtiments que nous n'avons pas construits, que nous suivons des cartes redessinées pour dissimuler des frontières plus anciennes. Et je n'arrive pas à cesser de me demander quel savoir a été perdu, quelle technologie, quelle compréhension du monde. L'architecture, elle, demeure, la pierre ne ment pas. Façade classique, dôme impossible, coordination mondiale, tout est encore là, à attendre que quelqu'un pose les bonnes questions. Le jour noir, c'était le 19 mai 1780. Le ciel est devenu noir. Et quand la fumée s'est dissipée, une civilisation avait disparu. Que nous cache-t-on à propos de 1780? Qu'est-il arrivé à Tartarie? Et à qui profite notre oubli?